Dans cette troisième vidéo, nous allons aborder les contacts et les échanges autour de la mer Méditerranée à l'époque médiévale entre ces trois civilisations que nous avons vues dans la vidéo 1 et la vidéo 2. Alors, on l'a vu, la Méditerranée médiévale, c'est un espace d'affrontement, on l'a vu dans la vidéo 2, mais c'est aussi un espace d'échange, de contact et de circulation. Oui, bien sûr, la Méditerranée, elle est au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, c'est-à-dire de ces trois grandes civilisations du Moyen Âge. Elles s'y font la guerre, bien évidemment, on l'a vu dans la vidéo 2, mais elles s'y rencontrent aussi, ce qui permet le développement d'échanges et de contacts très positifs. Alors par exemple, nous avons ce développement du commerce en Méditerranée, et donc bien sûr les croisades n'empêchent pas ce développement du commerce entre les différentes civilisations méditerranéennes. Bien sûr, les croisés et les marchands empruntent les mêmes routes, que ce soit les routes terrestres, que ce soit les routes maritimes, et ces routes, elles existent depuis l'Antiquité. Souvenez-vous, l'Occident depuis longtemps exporte, vend des matières premières qui manquent aux Orientaux. On peut penser aux minerais, au bois, mais aussi à la laine, etc. Donc déjà depuis l'Antiquité, l'Occident exporte ces matières-là en Orient. Et puis évidemment, depuis l'Antiquité aussi, l'Orient envoie euh, des épices, les épices qui viennent de l'océan Indien par exemple, mais aussi de la soie qui vient de la Chine, de l'or et des produits précieux qui viennent d'Afrique, tous ces matériaux qui manquent également en Occident. Donc depuis très longtemps, on a ces routes qui sont empruntées par les marchands et qui vont, ces mêmes routes qui vont servir aussi pour les croisades. Alors, ces commerces qui ont lieu depuis longtemps, eh bien, vont faire que on a des marchands, surtout d'Italie, qui vont dominer ce commerce-là. Alors les marchands italiens, c'est en particulier à Gênes et à Venise, les Génois et les Vénitiens, qui vont être les plus grands bénéficiaires de ce commerce méditerranéen dès le XIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des navires marchands très impressionnants, très grands et très rapides, qu'on appelle les nefs, et ça va leur permettre, bien sûr, d'avoir un rôle très important dans les échanges, dans le commerce. Et alors ces villes, elles vont réussir à passer des alliances avec les civilisations autour de la mer Méditerranée et elles vont obtenir de forts avantages, comme ne pas payer les douanes, par exemple, quand elles vont dans l'Empire byzantin. Elles vont aussi traiter avec l'Empire musulman, le monde musulman, et elles vont avoir le droit de construire des quartiers commerciaux dans les villes musulmanes. Ces quartiers commerciaux qu'on appelle les foundouks, ce sont évidemment voilà, des quartiers où on peut commercer dedans, stocker du matériel, etc. Et on va les retrouver dans les ports musulmans et ils sont pour ces marchands italiens. Alors, Venise est très très importante à cette époque-là, parce qu'en fait, elle va vraiment devenir une thalassocratie, c'est-à-dire un empire maritime. Déjà, elle va peu à peu fonder des comptoirs tout autour de la Méditerranée, et puis, elle va bien sûr, avec ses nefs vénitiennes, réussir à transporter les croisés pour les croisades, donc elle va être bien sûr très rémunérée pour ça. Et elle va également se poser pour sécuriser les routes maritimes et protéger les routes maritimes. Donc elle va avoir un rôle de plus en plus important, Venise. Et puis, il faut quand même expliquer qu'en 1204, elle va profiter de la quatrième croisade, Venise, pour prendre part à ce pillage de Constantinople et de l'Empire byzantin. Et elle va réussir comme ça à récupérer des parts des territoires et de la richesse de l'Empire byzantin. Donc elle va vraiment avoir un rôle très important, Venise, dans ce commerce autour de la Méditerranée médiévale. À côté des contacts commerciaux, nous avons bien sûr des contacts culturels très important, parce qu'il n'y a pas que les biens qui circulent en Méditerranée, il y a les hommes et les idées aussi. Donc déjà, nous avons des contacts religieux avec cette coexistence religieuse que nous avons déjà abordée dans la vidéo numéro 2. Vous savez, dans le monde musulman, déjà les chrétiens et les juifs étaient tolérés. Ils avaient le droit de pratiquer leur religion, mais en échange, ils devaient payer un impôt et on les appelait les dhimmis. Les dhimmis, et donc ils étaient effectivement tolérés, mais ils avaient une place un peu spéciale dans ce monde musulman. Dans le monde chrétien, il y a un peu moins de tolérance, mais il y a quand même des musulmans qui vivent dans le monde chrétien. Par exemple, on peut penser en Espagne, après la Reconquista, nous avons des musulmans qui restent là, qui se convertissent ou qui restent, ou alors en Sicile. Et donc ça va quand même donner naissance à des sociétés multiculturelles. Donc on a des échanges, des contacts, parfois des tensions bien sûr, mais entre ces différentes religions, et ça va permettre bien sûr de nombreux échanges
et la progression de savoir. Alors, les savoirs également circulent énormément parce que malgré les conflits entre chrétiens et musulmans, les chrétiens d'Occident, ils ont une véritable curiosité pour les savoirs musulmans. Vraiment, ils sont très curieux, ils voient bien que le monde musulman est très en avance sur la science, les savoirs, et donc ils vont être très impressionnés par les savoirs orientaux. Vous le savez, hein, on l'a déjà abordé, hein, mais les Arabes ont très tôt conquis, en tout cas, une partie de l'ancienne, enfin une partie de l'Orient, une partie de l'Asie, etc. Donc, ils avaient rassemblé depuis très longtemps un très grand nombre de manuscrits rares et précieux de l'Antiquité grecque. Et ils vont traduire et copier tous ces ouvrages, tous ces manuscrits, les traduire en arabe et puis les copier également euh, en grec et en arabe. Bon, donc évidemment, dans les espaces où on va retrouver des contacts entre musulmans et chrétiens, repensons à l'Espagne, à la Sicile, eh bien on va avoir ces échanges de manuscrits, de traductions, de copies. Et eh bien, ça va être surtout des transferts de l'Orient vers l'Occident, hein, puisque c'est l'Orient qui a déjà capté tous ses pouvoirs, tous ses savoirs, et donc ça va être diffusé peu à peu vers l'Occident. Donc on a évidemment ces conquêtes arabes qui vont permettre ensuite de diffuser en Occident les savoirs de l'Antiquité par exemple. Bon, en plus, durant le Moyen Âge, on a quand même beaucoup de pèlerinages et de voyages des Occidentaux vers l'Orient, et ça va aussi permettre ces circulations du savoir entre les cours méditerranéennes. Bon, alors bien sûr, le transfert se fait d'abord par écrit, hein. D'abord, on va traduire, on va copier, on va écrire. Pensons à Tolède, qui est un grand centre de traduction, Tolède en Espagne, hein, qui est un grand centre de traduction des auteurs grecs ou arabes. Alors évidemment, ces traductions, elles sont essentiellement destinées aux étudiants des grandes universités du nord de l'Europe et d'Italie, aux moines, donc c'est réservé à une élite, hein. Bien sûr que la population majoritaire n'a pas accès à ces traductions, à ces copies. Il n'empêche que c'est quand même une influence, une circulation qu'il faut prendre en compte. On peut aussi prendre en exemple en 1142, eh bien, le Coran est même traduit en latin, ce qui montre bien effectivement cette curiosité pour les savoirs orientaux qu'on traduit même en latin, le Coran traduit en latin en 1142. Bon, les transferts de savoir sont aussi techniques. Pensons aux chiffres, à la géométrie, aux mathématiques. Ce sont les Arabes qui vont transmettre aux Européens les chiffres qui viennent d'Inde, par exemple. Mais les Arabes vont aussi transmettre des techniques médicales. Ils vont transmettre la fabrication du papier qu'ils ont appris en Asie, les techniques d'irrigation, etc. Donc, pareil, on a aussi des transferts techniques qui vont venir en Occident et qui vont permettre d'améliorer franchement beaucoup de choses. Et puis nous avons des transferts architecturaux également. Pensons à la Sicile, avec ses églises, ses palais qui vont être construits en Sicile et qui vont mélanger des inspirations européennes et arabes. Et on va à ce moment-là parler de syncrétisme culturel, ce mélange qui donne naissance à de nouveaux courants architecturaux ou artistiques en tout cas. Et ce qui montre bien vraiment ce besoin et ces échanges très nombreux permettant la naissance de nouvelles architectures, de nouveaux savoirs et de nouveaux arts. Bien, alors abordons un petit peu la Sicile. La Sicile qui est un cas un peu particulier et qui illustre complètement cette synthèse, ce syncrétisme entre les trois civilisations présentes autour de la Méditerranée au Moyen Âge. Donc je vous rappelle que la Sicile était une possession arabe, mais elle va être reconquise par des aventuriers normands au XIe siècle. Notamment c'est Roger II qui va unifier la Sicile et l'Italie du Sud, et il va se faire couronner roi en 1130. Alors il va mettre en place le système féodal, le système occidental, dans cette Sicile, mais en fait très vite il va aussi mettre en place des éléments byzantins et musulmans, notamment un État très centralisé dont la capitale va être Palerme, et l'administration de cet État, de ce royaume de Sicile, va s'inspirer des modèles byzantins et musulmans. Elle va même utiliser les trois langues, le latin, le grec et l'arabe. Donc vraiment c'est pour montrer ce syncrétisme-là qui se passe en Sicile et qui a permis, on va dire, la naissance d'un royaume un peu différent. Alors, en Sicile, bien sûr, les musulmans ont un rôle un petit peu inférieur, ils sont
dans une situation d'infériorité. Mais malgré tout, les rois de Sicile vont encourager la coexistence des communautés religieuses parce qu'en fait, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas se passer des différentes compétences des populations de l'île. Bah oui, c'est en mélangeant les compétences de chaque culture qu'ils vont pouvoir donner naissance à un royaume tolérant et à un royaume innovant. Alors Roger II, par exemple, et ses descendants vont s'entourer de savants arabes et juifs. Ils vont même encourager la traduction d'œuvres antiques, d'œuvres musulmanes en latin. Mais évidemment, tout cela ne se fait pas sans heurts, hein, puisque cette cohabitation pacifique est parfois entrecoupée de violences au XIIe siècle entre les communautés religieuses qui se retrouvent en Sicile. Mais en tout cas, on peut dire quand même que ces influences multiples en Sicile vont se mêler dans des réalisations artistiques originales. Les églises latines de Palerme sont décorées de mosaïques inspirées de l'art byzantin et d'arabesques empruntées à l'art musulman. Et donc la Sicile illustre vraiment l'apogée et ces coexistences de contacts et d'échanges entre les trois civilisations que nous avons vues précédemment.